Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici à Metz, en direct du salon Agrimax. Alors, va-t-on vers une alimentation de qualité seulement pour les riches? C'est la question de ce débat. En compagnie de David Suc, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du département Moselle en charge de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. Et juste à mes côtés, Christian Lambert, bonjour. Bonjour. Présidente de la FNSEA. Est-ce que vous avez l'impression que l'on va vers une alimentation de qualité seulement pour les riches? Est-ce qu'à force de revaloriser l'alimentation, on ne va pas avoir deux types d'alimentation? Pour les pauvres, ce qui vient via les accords internationaux et qui est de mauvaise qualité, et une alimentation de qualité pour ceux qui ont les moyens de se l'offrir. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. L'inéquité alimentaire serait la pire des choses en France. La France est le pays du bien manger et de la gastronomie. Et nous devons veiller aussi à ce que l'alimentation reste accessible pour toutes les bourses. On le sait, dans notre pays, il y a encore trop de gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Je lisais récemment que 31% des Français disent qu'ils n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. 49% d'achats pour leur motif d'achat choisissent le prix comme premier critère. Donc il y a en même temps des gens qui veulent manger bio, signe de qualité, monter en gamme, etc. Mais ne minimisons pas l'accès à l'alimentation et donc une alimentation accessible pour tous ces consommateurs. Et notre inquiétude, effectivement, c'est que l'incohérence du discours du gouvernement aujourd'hui, qui dit monter en gamme avec la loi État généraux de l'alimentation, mais qui en même temps ouvre les frontières au CETA et aurait très envie de le faire au Mercosur, même si ça semble plombé aujourd'hui, fait venir d'ailleurs des produits qui ne coûtent pas cher. On en a l'illustration en volaille, en viande de poulet piécée. Dans les cantines, 80% du poulet vient d'Europe de l'Est. Donc ce sont des poulets qui ne respectent pas du tout les mêmes règles de production que nous avons chez nous, mais qui se retrouvent dans leur cantine parce que leur seule qualité, c'est d'être pas cher. Donc oui, il y a un risque de rupture entre cette espèce de bruit de fond entretenu par certains médias nationaux ou certaines revues qui disent bio, 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 monter en gamme, etc. Mais la réalité de l'acte d'achat, c'est qu'il y a une très large palette d'achats, moins d'achats dans les grandes surfaces, plus d'achats de plats cuisinés ou en restauration rapide ou restauration normale, ce qui met à mal aussi les distributeurs qui essayent de se diversifier en ayant des rayons traiteurs pour que les Français puissent acheter du tout prêt dans les grandes surfaces. Tous ces chambardements sur les 2-3 dernières années sont à regarder de près pour nous, agriculteurs, et pour les industries agroalimentaires à qui nous livrons nos produits. David Suc, vous partagez l'avis de Christian Lambert? Je vais surtout les compléter. Je voudrais déjà dire le plaisir qu'a la Moselle de vous accueillir ici dans ce grand département agricole, et puis dire évidemment que nous sommes très attachés aujourd'hui à une agriculture de qualité. Le premier élément, je crois qu'en France et en Moselle en particulier, on n'a pas de mauvais agriculteurs qui produiraient de mauvais aliments. Je crois que vous êtes d'accord avec moi et ça tombe sous le sens. Le deuxième point, je crois que grâce à la traçabilité, nous avons aujourd'hui des consommateurs qui peuvent choisir. Et puis le dernier point sur cette question de l'alimentation qui serait une alimentation plus spécifique pour les riches puisque ce serait plus cher, je crois qu'il faut reconnaître aujourd'hui que l'agriculture fait une production de qualité et qu'on paye le juste prix. Aujourd'hui, lorsqu'on développe à la fois les circuits courts, lorsqu'on regarde de près les filières qui peuvent s'organiser pour la restauration hors domicile, en Moselle, c'est 11 millions de repas. On se rend compte que nous avons une agriculture de qualité et que nous avons surtout des agriculteurs qui veulent retrouver de la valeur ajoutée. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les agricultures, il ne faut surtout pas opposer les modes de production, que ce soit le conventionnel ou le bio. Je crois que de manière générale, aujourd'hui, le vrai problème, c'est évidemment ces importations de pays qui ne respectent pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes charges, qui n'ont pas les mêmes devoirs. Et c'est ça qui crée évidemment la difficulté devant le prix au niveau du consommateur. Et donc nous on est relativement confiants parce qu'on sait que l'agriculture saura évidemment s'adapter, s'organiser et que les Français font de toute manière confiance à leurs agriculteurs de France. L'article 22 de la loi Egalim 24 fixe en 2022 le fait que 50% pour la restauration collective devra venir soit du bio, soit de l'alimentation avec des signes de qualité, soit de l'HVE. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, pour maintenir le même prix de repas, d'avoir accès à 50% de produits qualité? La première interrogation, ce n'est pas le prix du repas. Lorsqu'on travaille avec des produits de qualité, évidemment, il y a déjà de moins de pertes dans la transformation, dans la cuisson. Le deuxième point, c'est qu'on fait de gros efforts ici en Moselle sur le gâchis alimentaire, à la fois au travers de la valorisation derrière qui est organisée, et puis on essaye évidemment d'organiser ensuite les choses avec les collèges, avec les gestionnaires, et on n'a d'ailleurs pas attendu la loi, on arrive aujourd'hui à mettre dans la cuisine centrale qui fabrique 2200 repas, 37% de produits locaux dans tout ce qui est produit ici en Moselle et ce qui est achetable. La vraie difficulté, c'est l'organisation à la fois d'une filière et puis de l'offre.
parce que nous avons évidemment une agriculture qui pour l'instant n'est pas tout à fait organisée. On essaye avec eux évidemment de trouver quelques solutions et il faut saluer l'engagement de la profession. Mais le premier problème, ce n'est pas le problème du coût. Et puis les familles sont plutôt évidemment très enthousiastes de savoir que leurs enfants, au travers du repas qu'ils vont consommer à l'extérieur, ont un repas équilibré de toute manière, mais un repas à la fois fait avec des produits de grande qualité et puis un repas qui répond évidemment aux attentes gustatives de nos habitants. On mange mal à l'hôpital, peut-être vous allez me dire l'inverse, mais j'ai animé un colloque où justement les différents acteurs de la restauration collective disaient que l'hôpital consacre aujourd'hui moins de 1% à l'alimentation et ça serait certainement de moins en moins pour des problèmes de revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut revaloriser aussi la prise en compte du repas dans les différents lieux de consommation ? Monsieur dit qu'il n'y a pas de problème de prix. C'est super si c'est une particularité mosellane. On voit quand même assez souvent dans les cantines ou dans les conseils municipaux, quand il s'agit de fixer le prix des repas, la participation des familles, ça débat pour 3, 4, 5, voire 10 centimes. Nous avons pris l'habitude en France, nos consommateurs ont pris l'habitude de manger pour moins cher. Il y a 20 ans, nous dépensions 15-18% pour nous nourrir. Aujourd'hui, c'est 13%, c'est moins chez les jeunes. Quand dans les repas, c'est 1,40 € de coût matière pour les produits achetés, c'est très bas. Comment faire rentrer bio, signe de qualité, HVE, dans cette équation-là? Je pense qu'il y a de la pédagogie à faire, y compris vis-à-vis des familles, pour dire que c'est impossible de demander à avoir des repas améliorés au même tarif. Ou alors, ça suppose des prises en charge plus importantes par les collectivités. Il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est la formation des personnels et des cuisiniers notamment. Il y a eu une habitude de simplification à l'extrême des repas. Dit autrement, on achetait des filets de poulet ou des cuisses de poulet par milliers au lieu d'acheter des poulets locaux et des produits entiers locaux. Un certain nombre d'initiatives ont été conduites très souvent à l'initiative des chambres d'agriculture ou des FDSEA pour justement travailler avec les cuisiniers et valoriser toutes les pièces. On a aussi discuté de la taille, du poids des volailles. C'est un travail de pédagogie très important. Moi, ce que j'ai regretté beaucoup, c'est la banalisation de l'alimentation. Le fait qu'on trouve aujourd'hui l'alimentation dans les solderies à prix cassé, ça dénature la valeur de l'alimentation. Nous, producteurs, nous connaissons la fragilité et la valeur de l'alimentation. Une culture, c'est fragile. On voit qu'un orage peut tout casser, tout peut grêler. Les animaux, c'est fragile aussi. Je crois qu'autour de l'alimentation, cette pédagogie pour la nouvelle génération, elle est précieuse. Mais le succès des émissions de cuisine à la télévision, quelle qu'elle soit, montre aussi que les Français ont cette culture de l'alimentation. C'est une vraie chance à nous, producteurs, de renouer le contact avec ce plaisir de manger. Et le prix ne sera plus le problème bloquant. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'entends aussi les manifestations des Gilets jaunes cet hiver. Ils ne manifestaient pas pour avoir du bio dans les cantines, hein, ni des repas végétariens. Ils manifestaient pour leur fin de mois et l'acte d'achat d'alimentation est quelque chose qu'il faut regarder de près. David Suc. Pour compléter, effectivement, la Moselle est sans doute une exception. Pour deux raisons. La première, c'est que nous considérons que de payer les produits alimentaires à leur juste prix, ça permet à l'agriculture évidemment de s'en sortir, ça permet la régénération de la population agricole et évidemment le maintien des emplois. Et puis surtout, ça nous évite ensuite d'avoir tout un certain nombre d'agriculteurs qui sont au RSA ou qui sont dans une grande détresse. Aujourd'hui en Moselle, c'est 2 € le coût des matières premières, des denrées alimentaires. Et avec ce prix-là, on arrive à fabriquer des repas de grande qualité. Le deuxième point, c'est qu'on considère évidemment que le contribuable doit prendre une partie. Et donc vous avez sur un coût de repas qui est de l'ordre de 7 €, 3,50 € qui sont payés par les familles, 3,50 € qui sont payés par la collectivité. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat politique. Parce qu'on considère au niveau du conseil départemental, et le président Biden est très engagé sur ce point-là, qu'on ne peut pas aujourd'hui diminuer évidemment de manière drastique le coût du repas. C'est essentiel, une alimentation de qualité. J'allais dire ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et vous serez d'accord avec moi. L'autre point sur lequel je voulais aborder, c'est que depuis un certain nombre d'années, nous essayons évidemment d'avoir cette approche-là parce qu'il y a aussi derrière l'enseignement, la pédagogie, expliquer à nos écoliers, expliquer évidemment à celles et ceux qui consomment d'où ça vient. Ça vient du territoire, c'est des emplois, c'est un savoir-faire qu'il faut évidemment maintenir. Donc voilà sur cette question des produits locaux et puis ça fait quelques années qu'on essaye de valoriser évidemment les productions d'ici. Pourquoi le local est sorti de la loi ? Parce que c'était considéré comme non concurrentiel, un avantage qui n'a pas pu être maintenu. Donc le souhait a été de l'écrire autrement, notamment avec la possibilité de se réapprovisionner rapidement. Il a fallu trouver quelques artifices pour arriver à le réintroduire.
Les producteurs français, enfin j'apprécie que vous disiez que c'est 2 euros chez vous. Vous voyez, j'ai cité 1,40 €, c'est extrêmement bas, mais c'est dans beaucoup de collectivités comme ça. Et des fois, c'est moins de 1 euro. Hein. Bravo pour l'effort, bravo pour l'effort. Et pour les producteurs que nous sommes, c'est aussi constater que les efforts qualitatifs qui sont demandés aux agriculteurs, plus de bien-être, moins d'antibiotiques, la modernisation, du respect de l'environnement, le paiement de taxes supplémentaires, plus vert, c'est plus cher. Cette alimentation plus qualitative, ces productions plus qualitatives, il faut oser dire que les producteurs doivent être payés plus. Mais quand, au bout d'un an de loi alimentation, seulement le prix du lait et des produits laitiers a été revalorisé de plus 1,4, quand tous les autres produits ont été à la baisse, quand les MDD, les marques de distributeurs, ont été négociées à la déflation, moins 0,2, alors qu'il y a eu des cahiers des charges mieux-disants, je pense que la grande distribution n'a pas encore joué le jeu. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que le ministre de l'Agriculture, qui dit comme nous le compte n'y est pas, réunisse les 4 centrales de distribution qui négocient à l'achat âprement pour leur dire vous devez respecter les engagements qui ont été pris. On ne peut pas continuer à détruire 1 milliard d'euros de valeur chaque année. D'ailleurs, c'est une guerre fratricide parce que beaucoup de distributeurs sont en très grande difficulté, Casino, Auchan, Carrefour et d'autres. Donc la guerre est terrible entre eux, ça fait des morts, mais ça fait aussi des vraies difficultés chez les agriculteurs. Le niveau de revenus des agriculteurs, hier était une journée nationale où nous avons justement dit que le niveau de revenus ne convenait pas pour les agriculteurs, doublé de critiques véhémentes et graves, voire d'attaques physiques vis-à-vis des agriculteurs. Et cette incohérence que nous ne comprenons pas d'une montée en gamme en France et d'ouverture de frontières au CETA. Je me permets de dire que j'ai une pensée pour l'agriculteur de 47 ans ici qui a mis fin à ses jours hier. Tous mes amis agriculteurs sont émus, je le suis aussi. Il faut faire très attention à la fragilité des agriculteurs, surtout quand ils sont en stress économique ou qu'ils sont seuls. Parfois, 1 ou 2 mots violents peuvent complètement faire basculer leur état d'esprit et les conduire au pire. Donc j'ai une pensée pour sa famille. David ? Oui, et je m'y associe bien évidemment. Je crois que Madame Lambert, évidemment, fait la démonstration que l'agriculture souffre au-delà uniquement de l'aspect du prix. Et on avait décidé en février 2008 d'organiser un schéma agricole. En Moselle, c'est 2 millions d'euros que nous consacrons à l'agriculture par an. Je crois que c'est important de le rappeler, à la fois dans la diversification, dans la modernisation, dans cet accompagnement, d'essayer d'organiser évidemment des valorisations autres que celles qui sont bien établies. Et je crois que c'est aussi une place que doivent prendre les collectivités locales, les départements, les régions, parce que l'État, évidemment, au rythme où ça va, on se rend bien compte que les solutions ne sont pas tout à fait trouvées lorsqu'on vous entend, et j'y souscris. Et je crois que c'est aussi un des rôles des collectivités locales que d'être à leur côté. Christiane Lambert, vous avez aussi du boulot, vous, les producteurs, à faire. Dans ce même colloque que j'animais, il y avait des représentants de la restauration collective qui disaient qu'aujourd'hui, il y avait des fois des ruptures d'approvisionnement en produits de qualité et qu'ils n'étaient pas du tout certains en 2022 qu'ils aient une réponse française à chaque débouché. Alors il faut qu'on soit plus fluide dans la relation, dans la chaîne alimentaire. Effectivement, on ne peut pas entendre dire que certains restaurateurs, restocos ne trouvent pas. Parfois, ils ne trouvent pas au prix où ils proposent aussi. Hein. Donc il faut aussi être tout à fait clair. Simplement, la montée en volume, notamment sur la volaille aujourd'hui, nécessite que la France, qui avait pris d'autres habitudes de circuits commerciaux, se réorganise. Enfin, j'entends aussi d'un côté les distributeurs et certains restaurateurs hors domicile qui me disent on veut du porc bio, on ne trouve pas de porc bio. Et des industriels en qui j'ai confiance me dire on a congelé du porc bio l'été dernier parce qu'on n'a pas trouvé de débauché au tarif où il est vendu. Le jambon bio chez Monoprix à Paris, dans le 8e, pas loin de la FNSEA, il est à 53 € le kilo. Quel Français peut acheter du jambon de porc bio à 53 € le kilo? Donc nous avons à cœur effectivement de satisfaire toutes les attentes qui se font jour. Si les Français veulent une montée en gamme de leur alimentation, nous saurons répondre. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, c'est sur les produits entrée de gamme, que ce soit en volaille, en viande, en fruits, même en vin, que nous avons le plus d'importations. L'agriculture française, elle a besoin de faire et les produits de montée en gamme et aussi d'être compétitive sur les produits standards pour lesquels il y a une clientèle. Et nous, agriculteurs, nous savons tout faire. Après, c'est vrai que la contractualisation longue durée, j'entendais cette semaine des contrats de 9 ans sur du lait de chèvre bio, des contrats de 11 ans sur du porc bio. Si les agriculteurs peuvent investir beaucoup pour moderniser leurs exploitations ou s'installer avec des contrats sur 7, 8, 9, 11 ans, ça donnera de la lisibilité. La loi alimentation a eu cet avantage, notamment par rapport à la production laitière, de pousser à des contrats plus longs. Quand on a manqué de beurre en rayon, quand les distributeurs ont manqué de beurre, c'est pas qu'il n'y avait pas de beurre dans les frigos, c'est qu'ils ne voulaient pas payer le beurre au juste prix, donc le beurre partait à l'export. C'est ce qui a failli se passer sur le porc, puisque le prix du porc a augmenté de 43% depuis le début de l'année,
parce que la Chine, qui a la fièvre porcine africaine, a beaucoup augmenté ses achats de porc. Les distributeurs ont compris que s'ils veulent du porc, il faut qu'ils mettent le prix, donc il faut qu'ils acceptent de payer les charcutiers traiteurs à un meilleur prix. Nous, producteurs, nous avons besoin que les charcutiers traiteurs aient cette revalorisation jusqu'au bout, parce que le jour où la Chine reviendra dans le business, c'est-à-dire qu'elle aura moins besoin d'acheter des porcs français, elle aura reconstitué sa production, eh bien on sera bien content d'avoir nos charcutiers traiteurs français, avec des productions qualitatives et très diversifiées. Donc je pense qu'il faut raisonner instantané, mais il faut aussi raisonner moyen-long terme. Pour bien expliquer, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'effectivement la Chine est très demandeur aujourd'hui à cause d'un problème de maladie sanitaire, donc de porc. Le prix du porc se porte bien, mais c'est peut-être pas durable et les charcutiers souffrent. Oui, moi je voudrais compléter, effectivement, il faut faire confiance aux agriculteurs de produire. En Moselle, nous manquions de poulets, effectivement, et le monde agricole nous a dit, si on engage un partenariat, on développera. On a ainsi développé effectivement toute une filière de poulets label rouge de Moselle, des coups noirs, et on a évidemment 7 agriculteurs qui sont rentrés dans ce schéma de production. Donc je pense qu'il faut effectivement faire confiance au monde agricole. Ils ont besoin de lisibilité, et puis ils ont besoin évidemment d'un peu de confiance. C'est ce qu'on peut apporter. C'est quelque chose qui n'était pas aussi fort il y a 5-6 ans. La demande locale est quelque chose qui va crescendo. La proximité rassure les consommateurs autant que le bio. Et donc, il faut que nous, producteurs, nous soyons réactifs aussi, accompagnés mais réactifs, y compris en projet de diversification en volaille ou en porc sur certaines exploitations, qui de grandes cultures, qui de viande, etc., qui cherchent aujourd'hui une façon d'améliorer leurs revenus en diversifiant leur source de revenus. C'est une source de sécurisation. Mais s'il y a des contrats longs, bien évidemment que c'est plus facile d'aller convaincre son banquier. Quelques petites questions pour finir. Christiane Lambert, vous êtes attendu cette semaine au ministère de l'Environnement. Pourquoi? Nous y étions hier à propos des zones de non-traitement. Et notre rendez-vous a duré 2h15. C'est vous dire si le sujet est complexe. Nous avons fait un travail de fourmi pour examiner le texte qui est sur la table. Et nous avons redit à Mme Borne et à Mme Vargon, la ministre et la secrétaire d'État, que les agriculteurs vivaient très très mal les critiques récurrentes et permanentes contre les pesticides, comme ils disent, accusant les agriculteurs de vouloir empoisonner. Les agriculteurs vivent ça très mal. Moi, je suis pour le dialogue et la bonne cohabitation. Dans la majorité des communes françaises, ça se passe bien. 80 maires ont pris un arrêté pesticides 150 mètres. C'est très stigmatisant, c'est critique les agriculteurs. On sait très bien que c'est une distance qui ne correspond à rien du tout, zéro valeur scientifique, mais c'est une distance qui a ancré un chiffre dans la tête des citoyens aujourd'hui. Donc nous disons qu'il faut faire confiance à la science et aux professionnels. Les agriculteurs sont formés, passent leur certificat tous les 5 ans, ont amélioré leurs pratiques, ont aujourd'hui du matériel beaucoup plus performant qui permet de traiter à 10 cm. Et quand on a des buses antidérives et quand on a aussi le géopositionnement satellitaire qui permet de bien intervenir avec nos applications, ce n'est pas une question de distance, c'est plus une question de pratique. Mais ça, c'est très difficile de faire entrer dans la tête de nos dirigeants. J'ai bon espoir toutefois que le travail de conviction, le travail d'explication que nous faisons, en lien avec les travaux de l'ANSES, nous permettent d'avancer sur ce sujet. Bon, la réponse va être assez longue à obtenir, donc on va encore traîner ce sujet pendant un mois. C'est difficile et je sais que ça pèse beaucoup sur la tête des agriculteurs. Deuxième question, vous avez manifesté hier dans toute la France, les agriculteurs, monsieur est éleveur aussi, donc il sait de quoi on parle. Vous avez manifesté, est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron vous a écouté, entendu ou pas? Déjà, la veille de nos manifestations, il avait dit que les grands distributeurs devaient jouer le jeu. Ça veut dire qu'il avait suivi l'actualité. Il est à Mayotte et hier, dans son discours, j'ai pas eu le temps de tout écouter, mais j'ai vu quelques bribes sur Twitter. Il a eu effectivement un mot pour l'agriculture française en disant c'est pas normal que cette mode d'agribashing se développe. Tout d'un coup, on met en doute le professionnalisme de nos agriculteurs sur le bien-être animal, sur les phytos. J'ai envie de dire que certains de ces ministres ou certains gouvernants n'ont pas été très courtois et corrects dans les critiques en direction de l'agriculture. C'est quand même la première fois qu'on a un gouvernement et un président qui sont aussi regardants, critiques et bavards sur le sujet des produits phytosanitaires. Il y a 1 an et demi, 2 ans, on n'avait pas du tout ce climat de défiance en direction des agriculteurs. Donc ce que nous disons, nous, c'est que oui, bien sûr, nous sommes attachés à ce que les voisins, les riverains n'aient plus peur quand on intervient aux produits phyto. Bien sûr, nous sommes professionnels, la protection des riverains, c'est capital, la santé des riverains, c'est capital, mais ce ne sont pas des arrêtés intempestifs qui vont régler le problème. Nous avons proposé une charte des riverains, nous la travaillons avec l'association des maires, les conseils généraux, les Comcom, pour mettre les gens autour de la table, parce que nous savons très bien que tout ne se décidera pas à Paris.
et que c'est localement qu'on va rétablir cette réconciliation. Et moi, j'aime pas ce face-à-face qui est entretenu entre les agriculteurs d'un côté et la population de l'autre. Dans les communes, et comme ici à Grimac, c'est bien côte à côte. J'ai vu plein de gens sillonner dans les allées qui viennent voir justement l'agriculture. Les Français aiment les agriculteurs et leur agriculture. Les militants militent, critiquent, stigmatisent, exagèrent un certain nombre de problèmes. À nous, agriculteurs, très pédagogiquement, calmement, d'expliquer comment nous sommes, nous, en transition. Mais je peux vous dire que les agriculteurs qui ont réduit de 36% le recours aux produits antibiotiques en l'espace de 5 ans, alors que M. Le Foll avait fixé moins 25 comme objectif, qui sont au travail tous les jours pour réduire le recours aux produits phytosanitaires sur les cultures avec plus de biocontrôle, plus d'alternatives, plus de robotique, vivent très mal ces critiques qui ne correspondent plus à rien. Et puis tous ceux qui nous parlent de bien-être animal tous les jours devraient un petit peu plus penser aussi au bien-être de l'éleveur, ça me paraîtrait indispensable. David Suc, vous souhaitez réagir ? Non, je crois que l'essentiel est dit. Effectivement, il faut aujourd'hui éviter à ce qu'il y ait cet affrontement. Et puis je pense qu'on peut attendre du gouvernement et du président de la République peut-être plus de respect. Ils ne sont pas, pour le président de la République, des professionnels de l'agriculture. On sait d'où il est, on connaît évidemment son métier et ses origines. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la fois à l'agriculture de France qui, depuis des siècles, évidemment évolue, reste une agriculture de pointe, reste une agriculture qui est enviée et reste, j'allais dire, un monde agricole qui est respectueux à la fois des concitoyens, des pouvoirs publics, de l'ordre d'une manière générale. Et donc c'est évidemment tout à fait dommageable que le président de la République et le gouvernement de temps en temps utilisent évidemment un fait divers, stigmatisent. On connaît le calendrier électoral. Je crois que c'est dommage aujourd'hui de mettre évidemment Christiane Lambert, le doute. La toute dernière question. Peut-être vous avez vu ce chiffre la semaine dernière qui a été publié par Axema. Les ventes de tracteurs en France ont progressé de 20%, alors que dans tous les pays européens, le marché décroît. Comment expliquer ce paradoxe ? Probablement que nos commerciaux sont très bons. C'est vraiment la raison ? Écoutez, moi j'entends qu'il peut y avoir du retard d'investissement dans certaines exploitations. La semaine dernière, en conseil d'administration de la FNSEA, nous avons regardé les chiffres et les résultats des exploitations. Il y a des écarts importants de charges de mécanisation. Je rencontrais récemment la FNCUMA, moi je parle cash. La FNCUMA s'inquiète d'acquisition personnelle, individuelle, plus que d'acquisition en CUMA. Quand on est dans un secteur comme l'agriculture où de plus en plus les cours sont très aléatoires, volatiles, où le climat est également imprévisible, il faut qu'on adopte des gestions très prudentielles de nos exploitations. Donc on a besoin de moderniser, c'est vrai. On a besoin de confort de travail, c'est vrai. Et je pense qu'il faut qu'on regarde de près ces écarts qui peuvent aller de 1 à 3 en charge de mécanisation dans les exploitations agricoles. À titre personnel, nous travaillons en CUMA à 100%. C'est ce qui nous a permis de nous installer. C'est ce qui nous permet de faire face quand il y a des crises porcines comme on en a connu de sévères, avec du rouge sur l'ouverture de crédit en compte courant. Voilà. Après, je n'ai pas regardé de près quel type de matériel, si c'était en exploitation viticole, en exploitation de grande culture, en exploitation d'élevage. Donc je ne porterai pas un jugement au-delà. Christiane Lambert, merci beaucoup. David Suc, merci beaucoup. Et puis merci à vous. Merci.